Bien, mesdames et messieurs les élus, je vous propose de prendre place. Nous sommes en formation de 6 cas, en présentiel et en distanciel. Et nous avons, mes chers collègues, mesdames et messieurs, 2 sujets ce soir. Un premier sujet qui a trait autour de l'accessibilité. Alors, accessibilité des bâtiments via les quartiers d'accessibilité augmentée. Et nous sommes en Webex en liaison avec Madame Chanaoui, qui est la responsable du projet infrastructure de la ville de Paris. Et puis, dans un deuxième temps, Iris Berthemier, conseillère d'arrondissement déléguée, que beaucoup d'entre vous connaissent, déléguée à la santé, à l'alimentation durable et au handicap, qui anime avec Guillaume Godet le conseil local du handicap, et bien sûr avec la participation de toutes les associations, les personnes du 6e intéressées par ces thématiques, qui prendra la parole et qui interviendra, aidé respectivement, assisté par Monsieur Jean-François Vincent, qui est DGA en charge de l'espace public à ma droite, et de Monsieur Lessen Yousfi, qui est cadre technique à la mairie du 6e arrondissement. Et puis, dans un deuxième temps, nous traiterons d'un sujet complètement différent, mais un sujet tout à fait essentiel pour la transition énergétique, la rénovation thermique des bâtiments et des logements. Et je vous présenterai tout à l'heure les 3 personnes qui sont en présentiel avec nous. Donc, je vous propose peut-être, mesdames et messieurs, chers collègues, de démarrer nos travaux en donnant la parole à Madame Yasmina Chanaoui, qui a préparé un PowerPoint que j'ai consulté. Alors, allez peut-être, commentez pas chaque page, allez assez rapidement à l'essentiel, parce que on le sait tous, les PowerPoint, on peut épuiser son auditoire dès les premières pages. Vous avez la parole, chère madame. Tout le monde voit l'écran, oui? Alors, pendant qu'on procède à des réglages, mes chers collègues, nous devons désigner comme un secrétaire de séance. Je vous propose de désigner Madame Florence de Vara, qui sera peu prolixe parce qu'elle a une petite extinction de voix. Et puis, adopter notre dernier compte-rendu de la dernière séance, le 1er février 2022, qui avait été consacré au logement dans le 6e. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Allez-y, madame. Alors, pardon, ça va un peu vite du coup. Alors, je vais juste vous rappeler le cadre général de cette démarche des quartiers d'accessibilité augmentée. Donc, c'est une démarche qui a été inscrite il y a déjà plusieurs années dans le programme de transformation olympique en tant qu'héritage des Jeux, avec un double objectif, garantir l'accueil des publics en situation de handicap lors des Jeux olympiques et paralympiques, mais au-delà de cet accueil au moment des Jeux, de laisser en héritage des quartiers avec un plus haut niveau d'accessibilité pour ses habitants. On a engagé un travail avec l'AFNOR de création de ce qu'on appelle un référentiel, donc un référentiel organisationnel qu'on a travaillé avec un certain nombre de parties prenantes, que sont les associations, la préfecture, la chambre de commerce et d'industrie et beaucoup d'autres que je ne peux pas citer là, mais on a essayé de se mettre d'accord sur une méthode de travail et d'organisation, surtout pour arriver à cet objectif de création de quartiers d'accessibilité augmentée. Et la logique qui a été retenue et ce qui a été vu, c'est que ces quartiers, en fait, devaient permettre une priorisation territoriale de toutes les interventions de la collectivité sur le sujet de l'accessibilité. Une petite définition de ce qu'on entend par quartier à accessibilité augmentée. Donc, c'est un environnement dans lequel toute personne, quelle que soit sa situation, va avoir accès à une offre dite complète et proportionnée, on verra tout à l'heure ce que ça signifie, de services universellement accessibles et une information sur justement l'accessibilité de ces services. Sur le choix des quartiers, on a fait le choix de coupler cette démarche territoriale à une autre démarche territoriale que vous connaissez bien, qui est la démarche embellir votre quartier, pour un souci de
bonne utilisation des ressources, notamment des services qui étaient déjà très mobilisés sur les secteurs du embellir votre quartier. Et donc, il a été décidé que les quartiers d'accessibilité augmentée feraient partie de cette première vague de quartiers embellir, avec non pas une surcouche, mais une priorisation, une concentration des moyens des directions opérationnelles sur ces quartiers. Une petite carte qui est des quartiers sur l'ensemble du territoire parisien, avec, qui n'est pas complètement validée par tous les arrondissements, mais en passe de l'être. Donc à chaque fois, vous voyez en gris le périmètre du quartier embellir et en bleu le périmètre du quartier d'accessibilité augmentée dans chacun des arrondissements. Alors sur la méthodologie, pour définir cette offre de services accessibles, on a réuni les associations d'usagers pour identifier avec elles comment on pouvait prioriser parmi les différents services. Et ce qui a été décidé, c'est que la logique serait celle du au moins un, donc c'est-à-dire essayer d'avoir au moins un établissement par nature et par catégorie de services qui soit accessible dans ce fameux quartier d'accessibilité augmentée. Donc sur cette base, on a travaillé à des cartographies qui essaient de regrouper la majorité des services par nature et on a proposé ces quartiers d'accessibilité augmentée, ces périmètres à l'ensemble des mairies d'arrondissement avec une quasi-validation de toutes les propositions faites. Une fois ces périmètres établis, la direction de la voirie et des déplacements a initié des diagnostics pour identifier le niveau d'accessibilité des espaces publics. Il y a 4 arrondissements qui sont traités ou en cours et la direction de la voirie a besoin de relancer un nouveau marché puisque le premier n'était pas suffisamment dimensionné et devrait pouvoir dès juillet relancer de nouveaux diagnostics avec un objectif de livraison fin 2022. J'ai pas la répartition par arrondissement, donc je ne sais pas à quel moment le 6e sera traité. Ce qui a été décidé sur les quartiers d'accessibilité augmentée, c'est que la direction de la voirie bénéficierait de 500 000 € par quartier pour engager des travaux d'accessibilité. Donc, dans un souci de planification des travaux, 300 000 € seront engagés dès à présent par les sections locales territoriales de voirie sur tous les travaux de désencombrement, les travaux un peu classiques d'accessibilité, d'amélioration de l'accessibilité. Et 200 000 € seraient réservés pour un travail plus fin suite à l'élaboration du diagnostic qui se ferait en lien avec les mairies d'arrondissement et qui permettrait de répondre soit à des anomalies qui n'auraient pas été identifiées dans les travaux courants, soit à des besoins liés à une accessibilité d'un service, d'un commerce par exemple, pour lequel une intervention sur la voirie semble nécessaire. Donc cette répartition, elle est faite pour permettre aux sections locales, territoriales de voirie, de pouvoir intégrer au fil de l'eau les interventions dans leur plan de charge et de ne pas avoir 500 000 € à dépenser d'un coup au fil de la programmation. Donc cette priorisation, on a proposé que ce soit les DGAEP, des directeurs généraux adjoints en charge de l'espace public, qui la fassent avec les services locaux de voirie, pour permettre de prioriser ces actions et de favoriser l'accessibilité de ce qu'on appelle les commerces locomotives. On a fait ce même travail avec la direction du patrimoine et de l'architecture, donc sur le sujet du bâtiment, donc des équipements de la ville de Paris, d'identifier lesquels sont accessibles, lesquels ont déjà eu les premiers travaux d'accessibilité et lesquels sont aujourd'hui considérés comme inaccessibles, et de prioriser les travaux, les bâtiments qui doivent faire l'objet de travaux d'agenda d'accessibilité programmés, les fameux ADAP, pour faire en sorte qu'on traite en priorité les équipements qui ne seraient pas accessibles et pour lesquels la nature de l'équipement accessible n'existe pas dans l'arrondissement. Il y a un petit exemple juste après de la carte. Donc ça, c'est un diagnostic qui a été fait par les équipes de la direction des constructions publiques et de l'architecture, qui référencie finalement l'état d'accessibilité des équipements publics. Donc on voit qu'en vert, ce sont les équipements accessibles, essentiellement des crèches de mémoire. En orange, ceux qui ont fait l'objet de premiers travaux, mais qui nécessitent probablement de nouvelles interventions. Et en rouge, ceux qui ne sont pas accessibles à ce stade. Donc on a une église et un collège, je crois, et une école. Donc l'idée est de voir dans ces établissements ceux qui pourraient faire l'objet de traitement ou de priorisation dans la programmation des travaux d'accessibilité.
La même carte a été faite sur la base d'éléments qu'on avait sur les établissements qui étaient considérés comme conformes ou engagés dans un agenda d'accessibilité, donc qui s'engageaient à faire des travaux. Donc on voit quand même que ce quartier est quand même assez bien desservi en établissement conforme ou engagé, et avec un petit focus là sur les commerces. Donc on voit les ronds qui sont orange et cerclés de vert, ce sont les commerces accessibles, considérés comme accessibles au sens de la réglementation ou engagés dans un agenda d'accessibilité, donc qui s'engagent à faire des travaux de mise en conformité. Sur les prochaines étapes, on a un enjeu sur cette démarche des quartiers d'accessibilité augmentée, c'est la mobilisation des commerçants et des gestionnaires d'équipements dans cette démarche volontariste, pas d'obligation, de mise en accessibilité et d'amélioration au sens large de leur accueil. Donc, ce qu'on appelle des commerces locomotives doivent être identifiés. Donc, c'est des commerces qui ont déjà un bon niveau d'accessibilité ou qui sont désireux d'améliorer leur accessibilité. Et on attend de ces commerces locomotives qu'ils communiquent positivement sur leur niveau d'accessibilité et qu'ils entraînent un petit peu dans cette action exemplaire d'autres commerçants de même nature ou situés dans les mêmes rues. Pour aider à cette mobilisation des commerçants et cette identification, on prévoit de fournir aux mairies d'arrondissement un certain nombre d'outils de communication, ce qu'on appelle une foire aux questions, qui permet de répondre aux 2-3 questions qu'on peut se poser sur qu'est-ce que la démarche des quartiers d'accessibilité, qu'est-ce qu'un commerce locomotive, quelles sont les catégories de RP, etc. qui sont concernées. Un petit flyer à destination aussi des commerçants et des équipements, et un guide des bonnes pratiques qui est élaboré avec l'aide des associations d'usagers, qui permet d'identifier 2-3 actions à mettre en œuvre à moindre coût et qui améliore grandement finalement l'accueil de tous dans ces différents commerces ou équipements. Et j'en ai fini, je suis désolée, j'ai été un peu vite pour laisser la place aux questions. J'espère que le débit n'a pas été trop rapide, que vous avez tout compris. Non, ça me paraît très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part de l'assistance? Et Monsieur Gisard, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les personnes qui sont, combien a-t-on de personnes en distanciel? 5. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Madame la rapporteuse? Alors, je ne sais pas si ça a été signalé, mais le quartier Odéon, tel que vous nous l'avez présenté, c'est en réalité pas le quartier Odéon administratif, c'est une addition des quartiers administratifs Monès, Saint-Germain-des-Prés et d'une partie du quartier Odéon. Mais ce n'est pas le quartier Odéon dans sa globalité. Il faut dire que le quartier Odéon comprend le jardin de Luxembourg, donc ça le grossit aussi artificiellement. Iris Berthomier va vous poser une question. J'avais entendu dire, bonjour, pardon, je suis Iris Berthomier, conseillère déléguée au handicap. J'ai entendu dire qu'il y aurait le recrutement de services civiques dans le cadre des quartiers à accessibilité augmentée. Est-ce que vous en savez, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ou pas? Non, ça fait partie des pistes effectivement qu'on explore sur justement les leviers d'aide pour les mairies d'arrondissement. Donc la fiche emploi sur les services civiques en charge de l'accompagnement de la mise en accessibilité existe, et on est en train de faire le travail en interne ville pour savoir si des budgets sont mobilisables pour recruter des services civiques, pour laisser les mairies d'arrondissement en fait recruter des services civiques pour les aider dans cette mise en œuvre. Mais j'ai pas de confirmation malheureusement à ce stade. D'accord, merci. Alors c'est une mission bien sûr très importante, surtout que vous le savez tous, on a pris du retard en France, on a pris du retard au cours des dernières années, on a repoussé à plusieurs reprises la législation en la matière. Donc si on peut essayer de renforcer l'accessibilité de certains bâtiments, renforcer l'accessibilité des commerces, c'est très bien. Je vous signale d'ailleurs que on est plusieurs à pousser dans le cadre du futur PLU l'idée que les professions libérales
c'est les notaires, les professions de santé, médecins, pharmaciens, enfin médecins, dentistes, puissent s'installer en rez-de-chaussée des immeubles. Ça, c'est une chose très importante, puisque souvent, les professions libérales sont installées en étage, et en étage, l'accessibilité, notamment des immeubles privés, est souvent défaillante. Ils ont eu d'ailleurs souvent des dérogations. À partir du moment où ils s'installeront dans des rez-de-chaussée d'immeubles, ça renforce leur attractivité, mais ça renforce également l'accessibilité à leurs locaux. Ça me paraît important. Et puis, il faudra peut-être, dans les prochaines années aussi, qu'on fasse des efforts en matière d'équipement public. Vous savez qu'au cours des dernières années, c'est le groupe scolaire Madame qui se trouve composé d'une école maternelle au 40 et d'une école élémentaire au 42 qui a été désigné comme locaux scolaires accessibles, qui était doté d'un ascenseur. C'est d'ailleurs une bonne chose puisque les locaux de la maternelle et de l'élémentaire correspondent. Après, il faudra se poser la question peut-être un jour du groupe scolaire Littré avec... on a quand même plus de 20 classes au groupe scolaire Littré, situé au sud de l'arrondissement, c'est-à-dire rue Littré en haut de la rue de Rennes. Il faudra se poser la question peut-être de rendre accessibles ces locaux. Ça me paraît assez important. Surtout qu'en plus, on a des classes, on a quelques classes bilingues avec des élèves qui viennent d'ailleurs, qui peuvent être éventuellement porteurs de handicap. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose peut-être de donner la parole à Monsieur Vincent et à Monsieur Lessen. Oui, j'ai une question. Je suis Mathieu Penaud de la société Manenco. Je suis porteur d'un handicap psychique. Alors, je m'excuse parce que j'ai pris la réunion en cours et puis il y a eu un problème de connexion. Et encore une fois, et ça fait plusieurs fois que je participe à des réunions publiques et à chaque fois que je le dis, 80% des handicaps sont invisibles. Donc quand je vous entends parler d'accessibilité pour les personnes en situation de PMR, fauteuil roulant, c'est très bien, mais en fait, c'est pas représentatif des personnes. Vous faites la plupart des investissements pour des personnes qui ne sont pas représentatives. 80% des personnes en situation de handicap ne sont pas en fauteuil. Donc, les décisions publiques que vous prenez, les investissements, n'ont pas d'utilité. Et c'est la 3e réunion à laquelle je participe et c'est la 3e fois que je dis la même chose. Est-ce que vous préconisez, cher monsieur? Ce que je préconise, et c'est la 3e fois que je dis la même chose, c'est qu'on n'a aucune statistique sur les personnes handicapées sur l'arrondissement, voire sur la ville de Paris. Depuis plusieurs mois, nous demandons à l'AGFIP ou à la MDPH de pouvoir nous communiquer ces chiffres, parce qu'à partir de ces chiffres, nous allons pouvoir savoir qui sont les utilisateurs et quel type d'aménagement ils ont besoin pour que les investissements correspondent aux besoins de la population. C'est vrai, mais est-ce que vous avez des exemples précis, par exemple? Si je peux me permettre, sur la réflexion des quartiers à accessibilité augmentée, c'est bien l'intégralité du champ du handicap qui est considéré, et même au-delà, c'est pas que le handicap, on pense aussi aux personnes âgées, aux familles, aux femmes enceintes, et l'idée est d'améliorer l'accueil pour tous. Et ça passe par des actions qui parfois ne concernent pas du tout les personnes en fauteuil, comme les heures silencieuses. Je pense qu'il y a un dispositif que vous devez connaître qui sert plutôt les personnes qui souffrent de troubles du spectre autistique ou tout simplement les personnes qui n'ont pas envie d'être dans un environnement sonore trop ou lumineux trop important quand elles vont faire leurs courses. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives comme ça qu'on porte dans le cadre des quartiers d'accessibilité augmentée et qui sont dans un objectif d'accessibilité universelle. D'accord, je comprends. Un exemple, et c'est une expérience que j'ai vécue, que je vis à chaque fois que je vais aux services sociaux de la mairie du 6e, je demande au personnel, en termes d'accessibilité, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour rendre vos services accessibles et que je puisse postuler aux droits sociaux auxquels j'ai droit? On me répond, je ne suis pas l'assistante sociale du CMP. On me reçoit dans une salle de 3 mètres carrés, sans fenêtre. Et le personnel ne comprend pas cette chose-là. Donc moi, j'ai pas à part faire de la formation et faire de la sensibilisation, parce que en fait, 80% des personnes ont un handicap comparable au mien.
Je crois qu'Iris Bertamier vous a reçu, Monsieur Pénaud. On va essayer de creuser les choses. Tu veux parler ? Il y a un signalement individuel qui a été fait de votre situation, Monsieur Pénaud-Rouault. Donc voilà, je préfère qu'on reste sur des sujets plus globaux et je partage, comme je vous l'ai déjà dit, votre avis sur le fait que le handicap invisible représente un grand nombre de handicaps et plus largement touche à l'accessibilité pour les personnes qui ne sont pas reconnues handicapées mais qui ont quand même des difficultés à se déplacer ou de compréhension, par exemple. Moi, je voudrais aussi intervenir. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui, je voudrais intervenir pour dire quand même que, en effet, comme l'a dit la personne qui a fait la présentation, le handicap, moi je ne suis pas en fauteuil roulant, mais je suis handicapée motrice. Et je constate que il y a quand même beaucoup de problèmes d'accessibilité parce que les handicapés moteurs, c'est pas simplement des gens en fauteuil roulant, c'est des personnes âgées, c'est effectivement des femmes enceintes, c'est etc. Et je dirais par rapport à la préconisation qui a été faite de mettre les cabinets médicaux au rez-de-chaussée, que ce serait une très bonne chose, mais que même quand ils sont au rez-de-chaussée, et moi c'est le cas de ma propre généraliste et d'un cabinet médical regroupé boulevard du Montparnasse, eh bien, il y a parfois dans des immeubles anciens des portes cochères très très lourdes que ne peuvent pas franchir facilement, par exemple des personnes en fauteuil roulant. Si elles ne sont pas handicapées, il faut que la totalité de la porte soit ouverte et c'est pas possible. Et que par ailleurs, il y a des pavés très anciens, ronds et cabossés qui font que le cabinet est réputé accessible, alors qu'en réalité, il est d'un danger public et qu'il faudrait même à l'intérieur pour accéder au cabinet au fond de la cour, au rez-de-chaussée, mettre un parcours de circulation qui le rende accessible. Et ça, on n'y pense pas et officiellement, il est annoncé comme accessible, ce cabinet médical, qui regroupe des kinésithérapeutes et différents types de médecins. Merci de votre témoignage et effectivement, votre intervention rejoint ce que je disais tout à l'heure. Oui, oui. Il faut favoriser effectivement, pour toutes ces raisons et puis pour d'autres, pour une plus grande visibilité, la présence des professions libérales en rez-de-chaussée. Et ça permettra d'ailleurs dans un certain nombre de quartiers de suppléer à la désertification commerciale qui commence à intervenir. Alors, moins dans le 6e arrondissement qu'ailleurs, mais néanmoins, c'est quand même assez ressenti. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vais vous proposer de donner la parole à Iris Berthomier au titre du Conseil local du handicap. Merci Monsieur le maire et je remercie les intervenants de leurs questions. Et voilà, je voulais vous présenter notre démarche qui est celle du Conseil local du handicap. Le 6e arrondissement était déjà doté d'un Conseil local du handicap qu'on a renouvelé et qu'on a relancé. Donc, ce que je voulais dire en introduction d'abord, c'est que évidemment le handicap, c'est le handicap physique, le fauteuil roulant, la capacité à pas se mouvoir comme tout le monde. Mais d'un autre côté, il y a aussi ces handicaps qui sont invisibles et ça a été déjà dit par Monsieur Pénaud, mais voilà, il y a cette dimension-là qui est beaucoup ressortie de nos échanges. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de personnes en fauteuil roulant de représenter au sein du Conseil local du handicap. Et donc, je fais un appel à candidature. Voilà. Oui. Alors, pour vous présenter un peu la démarche, le Conseil local du handicap, donc, c'est une instance locale qui vise à une meilleure prise en compte des questions du handicap. Donc, c'est des habitants qui s'y impliquent, des familles, des aidants concernés par ces problématiques, et des institutions et des associations engagées dans ce domaine. Il y a également des cadres techniques de la ville, il y a M. Yousfi qui est là, des personnalités qualifiées et toute personne qu'on jugerait utile ou bonne à pouvoir être entendue par le Conseil. La mairie du 6e arrondissement a diffusé en octobre dernier un large appel à volontaires dans le journal, sur le site internet, et les volontaires ont pu répondre par courrier et par mail, et nous avons réuni une 40aine de personnes qui se sont
portés volontaires pour appartenir à 4 groupes de travail différents. Donc, le premier donc, je vous décris d'abord l'objectif de nos échanges, et puis ensuite je vous décrirai les 4 groupes de travail. Donc, l'objectif, c'est de créer un lieu d'échange d'abord. Chacun a pu faire part de ses préoccupations, de ses ressentis et aussi de sa situation personnelle. Donc, un lieu d'échange entre nous, un lieu où doivent émaner des idées et des propositions constructives. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Après, sur les sujets, le premier sujet, c'était l'accessibilité des équipements publics de proximité. Donc c'est Madame Bocan, qui est adjointe au maire chargée des affaires scolaires, de la jeunesse et des sports et qui est présente, avec Monsieur Lassen Yousfi, qui est cadre technique à la mairie du 6e arrondissement. Le deuxième groupe de travail portait sur l'accessibilité dans l'espace public, donc l'aménagement, la voirie, les commerces, les transports. C'était Madame Lambert-Burins qui est référente, qui est première adjointe au maire chargée de la petite enfance, du cadre de vie, des parcs et jardins et de la santé environnementale, et Monsieur Jean-François Vincent, qui est là également directeur général adjoint des services en charge de l'espace public. Ensuite, j'ai porté un groupe moi-même sur changer de regard sur le handicap avec le docteur Jaconneau, qui est médecin chez SOS Médecins et qui a coordonné le centre de vaccination et la CPTS du 6e arrondissement. Et un dernier groupe de travail qui concerne plus particulièrement l'emploi et où je veux saluer l'engagement de Monsieur Paul Maria, qui est conseiller d'arrondissement délégué au développement économique et commercial. Donc ça, c'était nos 4 thèmes. Et les débats ont porté donc d'abord sur des échanges personnels et puis par la suite sur la proposition d'idées. Alors pour remettre un petit peu les choses en contexte, il faut quand même dire qu'à Paris, on bénéficie d'un cadre de vie qui est extrêmement agréable et très, très esthétique, mais qui n'est pas toujours très pratique pour les personnes qui ne sont pas en possession de tous leurs moyens, notamment physiques. Et par exemple, le sujet des portes cochères est revenu, celui des boîtes aux lettres, celui des passages piétons, celui de la signalisation, des panneaux d'affichage, enfin, énormément de sujets du quotidien en réalité. Donc ça, c'est sur les échanges. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Il y a l'un des buts, et je crois qu'il est atteint de ce conseil, c'est pouvoir être identifié en tant que structure de l'arrondissement qui traite des sujets du handicap. C'est-à-dire que, par exemple, avec la DGJOP, et je pense à Madame Chenaoui, parce que nous avons le conseil local du handicap, par exemple, a été invité à participer au championnat de rugby fauteuil. Ça nous a permis d'être identifiés de cette façon-là. Ça va nous permettre aussi d'être l'interlocuteur quand il y a des questions à faire remonter à la mairie. Vous en avez parlé, Monsieur Pénaud, par exemple sur la formation des personnels, etc., de faire des suggestions de formation, de prise en compte d'handicap qui n'étaient pas auparavant identifiés. Voilà. Parmi les projets que nous avons et ceux que nous avons réalisés, un projet qui a été réalisé, c'est le projet du mois de juin, donc on est encore dedans pour quelques jours. C'est le mois du handicap, donc l'année dernière nous n'avions pas pu porter de projet et c'était dommage. Et cette année, nous avons porté 2 projets. Il y a eu une journée en partenariat avec Madame Bocan sur une journée olympique et paralympique, donc sportive. Et puis, nous avons en ce moment même à la mairie une exposition, vous la verrez en repartant, dans le hall, où ce sont des élèves de la classe Ulysse du collège Montaigne qui ont pu présenter leurs dessins. Voilà. L'année prochaine, j'espère que nous aurons d'autres projets ambitieux pour monter en puissance et pouvoir proposer de plus en plus de projets. Tout ça, c'est soutenu par les associations, donc c'est des choses qui sont souvent proposées par les associations déjà en place, ou la classe Ulysse typiquement. Et donc, je vous propose de faire remonter vos propositions sans tarder, parce qu'il faut s'y prendre souvent à l'avance pour ce type d'événement.
Parmi les projets que nous avons, il y avait l'idée d'une marche exploratoire qui a été proposée à plusieurs reprises, qui est revenue. Je crois que c'est une très bonne idée, qu'on pourrait associer nos conseils de quartier qui sont présents ce soir également. Se dire que en fait, la marche exploratoire, c'est une démarche qui consiste à avoir un fauteuil roulant et à déambuler. Et je parle de fauteuil roulant, mais ça peut être aussi des personnes malvoyantes ou des personnes sourdes, aveugles, tous les handicaps, absolument. Donc il y a cette idée de marche exploratoire. Je pense qu'on pourrait associer aussi les centres d'animation, puisque je crois que la jeunesse mérite d'être représentée. Et puis ils sont dotés des questions pratiques, ils sont dotés de fauteuils roulants et ils m'ont fait la proposition de nous accompagner. Et puis en 2016, donc c'était le précédent mandat, la RATP avait été auditionnée. À l'époque, c'était Steve qui était venu pour présenter l'accessibilité sur l'arrondissement des transports en commun, notamment des métros. Et je crois qu'on pourrait renouveler cette expérience parce que je voudrais savoir ce qui s'est amélioré depuis et puis leur proposer peut-être des projets. On en rediscutera, mais j'ai quelques idées à ce sujet. Voilà, après, il y a eu une période, donc il y a eu 2 réunions du Conseil local du handicap. Il y a eu une période de creux entre les deux parce que, vous savez, il y a eu la période électorale qui a permis d'ailleurs de s'impliquer sur ces questions de façon différente, plus programmatique, d'une autre forme de réflexion. Et pour vous faire un point d'actualité sur la situation justement politique à la ville de Paris, si je peux me permettre d'en parler. J'ai reçu aujourd'hui la démission de monsieur Jacques Galvani, vous l'avez peut-être vu dans la presse. Il a choisi de quitter donc c'est monsieur Jacques Galvani qui était adjoint au maire, je voudrais vous dire exactement, adjoint à la maire de Paris en charge de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap, donc qui aurait dû au départ nous présenter les quartiers d'accessibilité augmentée ce soir et qui a démissionné. Par intérim, c'est Madame Comitès qui a été désignée par Madame la maire de Paris. Madame Comitès est adjointe à la maire en charge de l'innovation, de l'attractivité, de la prospection Paris 2030 et de la résilience. Voilà, donc a priori, nous aurions un nouvel adjoint au maire qui serait désigné à partir du mois de septembre. C'est ce qu'on m'a laissé entendre. Et je dois dire que c'est très important pour nous la collaboration avec la ville de Paris. Il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas uniquement de l'arrondissement, mais qui relèvent de la ville. Et dans ce cadre-là, il est très important qu'on ait un interlocuteur stable. Donc je voulais saluer l'engagement et le travail de monsieur Galvani. J'en profite pour le faire. Sur l'actualité, un dernier mot. Donc, il y a les démarches Embellir votre quartier qui ont été évoquées. C'est évidemment l'aspect handicap va être éminemment pris en compte dans ces projets. Et vendredi dernier, nous avons validé la stratégie handicap 2022-2026. Et donc, ce sont des fiches méthodes qui vont être transmises à tous les services de la ville de Paris sur absolument tous les sujets, que ce soit les écoles, les crèches, tous les sujets de la vie quotidienne. Et donc, la stratégie handicap 2022-2026 vous sera présentée, je l'espère, rapidement. Et sinon, je la présenterai à la rentrée moi-même et je la présenterai aux membres du Conseil local du handicap. Voilà, je vous remercie pour des éléments plus techniques. C'est, je crois, M. Vincent et M. Yousfi qui vont prendre la parole. Merci, chers collègues. Et maintenant, très rapidement, M. Vincent, un mot d'actualité sur les travaux qui sont en cours à la mairie du 6e arrondissement. Voilà, très rapidement, en fait, dans le cadre de mes missions des directeurs adjoints des services chargés d'espace public, il y a 2 grands axes qui se présentent. D'abord des actions de moyen terme et de long terme. C'est rendre accessible en fait tout ce qui peut être accessible. Là, ça passe par le cheminement de voirie, des équipements publics comme les crèches et les écoles à rendre accessibles, les commerces également à mobiliser,
et à convaincre en fait de rendre accessible leur établissement. Donc ça, c'est des actions à coordonner avec les différentes directions de la ville sur le moyen et le long terme. Mais il y a aussi des actions, pour aller vite, monsieur le maire, des actions de court terme. Vous avez évoqué que il y avait beaucoup de jeunes également pour les personnes âgées et en fait, pour toutes les personnes qui fréquentent l'espace public. Donc, les actions à court terme, c'est la lutte au quotidien contre les incivilités. Et il y en a beaucoup, en fait. Chacun a été bousculé un jour par une trottinette ou par un vélo. Et là, c'est une action qu'on a avec la police municipale pour essayer de lutter contre ces incivilités. C'est aussi l'aménagement, en fait, des nouveaux aménagements des pistes cyclables qui perturbent quand même les piétons. Parfois, ça a été remonté dans le cadre des groupes de travail. Et puis, c'est aussi la lutte contre certains abus, comme l'utilisation un peu abusive, parfois des terrasses. Et vous avez eu l'habileté, monsieur le maire, de le préciser quand même dans la charte des terrasses estivales, de respecter et d'assurer la circulation des piétons autour des terrasses et de déplacer quand cela est utile, en fait, c'est les tables et les chaises pour rendre plus accessible, en fait, le passage des poussettes, mais aussi des personnes en fauteuil roulant. Voilà les grands axes, en fait, de coordination des différentes directions de la ville qui contribuent à rendre un peu plus agréable, en fait, le déplacement dans l'arrondissement. Pour les chiffres, peut-être les scènes peut compléter rapidement. Monsieur Yousfi, oui, s'il vous plaît. Oui, donc bonsoir. Donc au niveau des chiffres, au niveau bâtiment, ERP, je ne sais pas si Olivier peut présenter le petit PowerPoint, très rapide, juste pour le diagramme. Nous avons donc 39 établissements recevant du public sur l'arrondissement. 9 sont accessibles avec attestation. 13 sont accessibles sans attestation. En fait, c'est une attestation qui est demandée, qui est fournie par la préfecture de police une fois que tous les travaux sont validés. Et 3 sont en attente de travaux sur l'année 2022. Donc, il nous reste 14 ERP qui, pour l'instant, sont non accessibles sur l'arrondissement du 6e arrondissement. Sur le 6e arrondissement, pardon. Et puis on se bat pour que la mairie du 6e soit la première mairie accessible de toutes les mairies d'arrondissement, monsieur. Avec des travaux qui ont été faits dans les étages à différents endroits. Et là, monsieur Yousfi nous a présenté récemment un certain nombre de petits aménagements qui seront réalisés dans la cour et qui devraient permettre d'améliorer l'accessibilité aux photomatons, d'améliorer l'accessibilité à d'autres également, respectivement l'accès au centre d'action sociale et aux services à la population au niveau du garage, puisque là on a actuellement une déclivité qui fait que ce n'est pas parfait. Donc on va essayer d'améliorer les choses, Mais bien évidemment, la difficulté, on le sait, dans une ville comme Paris qui s'est construite tout au long des 2 derniers millénaires, c'est d'arriver à adapter les choses, étant donné que par définition vous avez des monuments anciens qui restent difficiles d'accès. Par exemple, pour prendre un exemple, par exemple Saint-Sulpice, qui a sa rampe d'accès handicapé qui donne, alors pardonnez-moi pour le monsieur Pénaud, mais là, pour un handicapé moteur, eh bien, la rampe handicapée est rue Palatine. Et bien, cette rampe est actuellement neutralisée par les travaux qui sont menés sur la porte qui avait pris feu. Et on pourrait multiplier des exemples de ce type. Donc c'est un combat de tous les instants, mais merci à tous en tout cas qui nous avez rappelé non seulement l'urgence, la nécessité de faire et la nécessité d'adapter. Donc je vous propose de prendre s'il y a une intervention, une ou deux interventions. S'il n'y en a pas, on passera à la deuxième partie de notre SICA, mais Iris Berthomier, je vois, demande la parole et je lui donne bien volontiers. Merci Monsieur le maire. Simplement un mot à ajouter pour indiquer que je suis parfois saisie de situations individuelles et je voulais rappeler qu'il ne faut absolument pas hésiter à nous saisir de ces situations parce que il y a les concertations globales, mais il y a aussi les situations qu'on peut voir au cas par cas et voilà, il ne faut absolument pas hésiter à me saisir. On n'a pas de baguette magique, mais ça permet quand même effectivement de voir un certain nombre de choses.
Monsieur, je vous reconnais. J'avais une idée ou une suggestion, en fait, à travers différents exemples. J'essaye le plus souvent possible, quand je vois une femme avec une poussette à l'entrée d'un métro avec des escaliers, de lui proposer mon aide. Et il y a un mois, j'ai fait un triathlon avec des personnes en situation de handicap en fauteuil roulant. Et en fait, on était là pour les aider dans les transitions. Pardon, on vous entend très mal. On vous entend très mal, Monsieur Pénaud. Monsieur Decroix qui a souhaité intervenir, qui est dans l'assistance, et puis il y a aussi Madame Robin. Monsieur Decroix. Oui, je voulais attirer votre attention sur un problème d'accessibilité des trottoirs. Je voudrais parler des malvoyants. Les malvoyants, on ne les voit pas, mais eux, ils ne voient pas non plus ce qui est sur les trottoirs. Or, sur les trottoirs, il y a des bornes, il y a des plots, il y a des poteaux, il y a toutes sortes d'obstacles que la mairie ou l'administration, au fil des siècles, a cru bon de peindre en marron foncé. Ce qui fait que dans la journée, ces obstacles sont peu visibles pour un malvoyant. La nuit, ils sont totalement invisibles. Et ils sont source de chutes, source etc. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la population parisienne, d'ici une vingtaine d'années, sera composée à 32% de personnes âgées de plus de 60 ans. Que c'est une population particulièrement visée par les difficultés de vision. Et ma proposition, c'est une proposition qui d'ailleurs ne coûte rien, c'est de peindre systématiquement tous les obstacles qui sont sur les trottoirs, les peindre en peinture blanche. Quand il s'agit de faire de matérialiser des obstacles pour les voitures, on le fait en blanc. Quand c'est pour les piétons, on le fait en marron foncé. Donc je suggère d'utiliser la peinture blanche, et ça ne coûtera rien, parce que si j'ai bien compris, la ville de Paris a actuellement dans ses tiroirs un plan dit je n'ai pas le terme exact, enfin pour l'esthétique, un plan d'esthétique de Paris. Elle a d'ailleurs recensé, si j'ai bien compris, plus de 300 000 plots sur les trottoirs parisiens. Et si la mairie met en place une action pour modifier le paysage des trottoirs, elle peindra en blanc plutôt qu'en marron, ça ne coûtera rien à personne. Je vous remercie, monsieur, de votre question. Et nous avions échangé par téléphone à ce sujet. Et j'avais reçu votre courrier adressé à la députée du 6e arrondissement qui lui a été transmis. Ce que je voulais vous indiquer, c'est qu'on en a discuté avec les services techniques. Effectivement, il y a certains poteaux, et notamment l'éclairage public, etc., qui sont de couleur marron. Ça a pour but de se fondre dans le paysage urbain. Et en réalité, pour les personnes malvoyantes ou déficientes visuelles, quand elles marchent, ça leur permet pas de bien identifier ces obstacles. Donc on en a discuté, on va évoquer le sujet avec la direction de la voirie pour savoir si c'est possible, sachant qu'il n'y aurait pas que notre arrondissement qui serait concerné, évidemment. Et en fait, ce que j'avais imaginé, c'est sur les potelets, vous savez, qui sont blancs au-dessus, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire une bande blanche à leurs pieds, en réalité, une bande de 15 cm, c'est ce qu'on s'était dit. Donc voilà, le projet est bien entendu et voilà, on en a pris note. Infiniment. Madame Robin, Non, ça y est, moi j'avais posé ma question. Vous êtes intervenue. Parfait. Écoutez, je vous remercie. Je vous propose donc on continue à travailler sur ces sujets essentiels. Merci à Iris qui les suit particulièrement. Merci de son exposé. Merci de son engagement. On va continuer à travailler dans ce domaine. Je vous propose peut-être de passer à la deuxième partie de notre SICA qui concerne la rénovation thermique
des bâtiments et des logements. Et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Monsieur Dujardin, Christophe Dujardin, qui est président du directoire d'Île-de-France Énergie, qui est donc une société qui intervient dans le sillage de la région Île-de-France. Nous avons également Monsieur Frédéric Delomo, qui est directeur Habitat et Rénovation de l'Agence parisienne du climat. Ça, c'est le pendant parisien. Et nous avons enfin Juliette Cantet, bonjour madame, qui est conseillère France Rénov', qui est spécialisée dans l'accompagnement des copropriétés. Et vous dépendez, madame, vous êtes indépendante des deux entités que j'ai citées? Vous êtes à l'Agence parisienne du climat avec monsieur Delomo. Très bien. Comment voulez-vous que nous procédions? Je crois que j'ouvre le bal. Oula, c'est impressionnant. Ouvrez le bal. Mais avec je vais reculer le micro. La distanciation nécessaire. Hein. Pas de tango. Je vais essayer. Merci Monsieur le maire. Merci pour la transition que vous nous avez faite. Parce que quand on va parler de rénovation énergétique des logements, on est aussi sur l'adaptation de la ville à une ville ancienne, des bâtiments anciens, et qu'il s'agit d'adapter aux enjeux du XXIe siècle. Alors là, on va moins parler d'adaptation, moins de vieillissement de la population, même si c'est des sujets aussi très importants et connexes. Là, on va parler de comment on adapte nos immeubles au changement climatique, avec deux enjeux qui sont ceux que vous connaissez peut-être déjà, de réduire les consommations d'énergie de nos immeubles, mais aussi s'adapter au réchauffement climatique qui est déjà là et qui va être de plus en plus là. Alors oui, je vous l'ai dit, je m'appelle Frédéric Delomo, je suis directeur Habitat et Rénovation à l'Agence parisienne du climat. Alors, quelques mots sur l'Agence parisienne du climat avant de passer la parole à ma collègue Juliette Cantet. On est une structure qui a maintenant 10 ans, qui est une association qui est très proche de la ville, qui a été créée par la ville de Paris. Et notre job à l'APC, c'est d'aider le territoire de Paris à réduire son impact environnemental, donc baisser ses consommations d'énergie, et aussi s'adapter au changement climatique. On mène toute une série d'actions tournées vers les Parisiennes et Parisiens. Ce soir, on m'a demandé de parler du cœur de métier de l'agence, qui est donc la rénovation des logements, et la rénovation en particulier des immeubles de copropriété. Petite question à tout le monde, et si vous voulez bien lever la main. Qui parmi vous a la chance d'être propriétaire de son logement? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? D'accord, donc vous êtes une majorité ici. Si vous êtes propriétaire, si vous avez la chance d'être propriétaire, à Paris, vous êtes, je pense, de façon à peu près sûre, copropriétaire. Donc à ce titre, vous êtes au sein de votre immeuble et vous décidez des évolutions de votre immeuble, et notamment des travaux qui sont à engager, travaux d'adaptation, mais aussi travaux de rénovation. Donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. Concrètement à l'APC, on est une équipe de 20 salariés qui travaillent sur ce sujet de la rénovation des logements de copropriété. Dont une bonne partie de l'équipe est tournée vers les Parisiennes et Parisiens. On sensibilise les habitants, on les conseille, on les accompagne pour avancer dans leur projet de rénovation. Notre conseil, il est de 3 niveaux, c'est un conseil technique. Qu'est-ce que je peux faire chez moi dans mon appart? Qu'est-ce que je peux faire dans mon immeuble? Est-ce que c'est les fenêtres? Est-ce que c'est le chauffage? Voilà, donc du conseil technique de premier niveau. Un conseil financier, combien ça va me coûter cette affaire? Quelles sont les subventions auxquelles j'ai droit, à mon niveau perso de l'appart, mais aussi à l'échelle collective. Et puis enfin, on oriente vers des professionnels. On a aujourd'hui référencé un peu plus de 300 entreprises présentes sur le territoire et qui permettent de faire la rénovation, de faire les travaux, dont l'une est une des plus importantes et à ma droite, donc Christophe Dujardin. Et on y reviendra juste après. Voilà, donc pour cadrer un peu le métier, je passe la parole, je crois, maintenant à... Si vous passez le slide suivant. Ah oui, alors un petit mot avant ça. Alors, ce qu'on fait à Paris, Agence parisienne du climat, on a des collègues qui le font partout en France. Donc, on est ce qu'on appelle l'espace France Rénov' de Paris. Donc, de ce fait, on mène une mission de service public. On n'a rien à vendre. On conseille gratuitement et de façon neutre et indépendante. Si vous voulez en parler à vos voisins qui sont de l'autre côté du périph', on a des collègues qui font la même chose un peu partout en France. Donc, c'est le réseau France Rénov'. Et on va rapidement, tout à l'heure, vous parler de Coach CoPro, qui est l'outil et tous les services qu'on propose aux copropriétaires. Donc Coach CoPro, c'est là où il faudra vous inscrire si vous voulez rentrer en contact avec nous. Juliette, je te passe la parole pour présenter les services un peu plus en détail. Vous pouvez passer la slide suivante. Ouais.
Donc moi, je fais partie de l'équipe de 12 conseillers à l'Agence parisienne du climat qui se répartissent sur le territoire parisien. Et donc j'interviens sur le 6e arrondissement. Continuez de... Ouais, merci. Et donc je vais entrer un peu plus dans le détail de l'accompagnement que je propose en tant que conseillère et de ce que c'est la rénovation énergétique globale. Alors pourquoi rénover? Rénover de manière globale, c'est en fait considérer l'ensemble des travaux qui devraient être faits dans votre immeuble sur le long terme et embarquer l'amélioration énergétique avec ces travaux. Donc typiquement, si votre façade a besoin d'être avalée ou si l'étanchéité de votre toiture doit être faite, vous allez vous poser la question de l'isolation thermique de cette façade ou de cette toiture. Donc ces travaux vous permettent d'entretenir votre copropriété à long terme et il y a différents avantages dans le fait de les embarquer ensemble. C'est d'une part de mutualiser certains coûts, de répartir ces travaux sur l'ensemble des copropriétaires plutôt que ce soit chacun qui fait un peu des travaux dans son coin. Du coup, c'est cette manière d'envisager les travaux globalement a différents bénéfices. Donc, le premier auquel on peut penser, évidemment, c'est d'avoir une meilleure maîtrise de sa facture d'énergie dans un contexte où les prix de l'énergie deviennent de plus en plus volatiles. La rénovation globale permet aussi d'améliorer le confort du logement, que ce soit vous, copropriétaire, qui l'occupiez ou votre locataire, de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les déchets nucléaires, d'augmenter la valeur immobilière de votre bien, et aussi donc un bénéfice important dont on parle beaucoup actuellement, c'est d'anticiper le renforcement de la réglementation qui arrive dans les prochaines années, et notamment ce qui concerne l'interdiction de mise en location des logements qu'on appelle passoires énergétiques. Voilà, donc vous voyez que les arguments en faveur de la rénovation énergétique deviennent de plus en plus forts actuellement. Sur le 6e arrondissement, donc vous avez la particularité d'être un arrondissement qui a un patrimoine de logement ancien, donc c'est le plus ancien de Paris, avec une part de 93% des logements qui ont été construits avant 1939, et aussi des copropriétés qui sont en moyenne de plus petite taille qu'ailleurs dans Paris. Donc on est confronté à des contraintes architecturales, patrimoniales, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se bloquer et penser qu'on ne peut rien faire au niveau énergétique, même si la façade principale sur rue ne peut pas être modifiée. On va quand même peut-être pouvoir aller voir sur les possibilités d'isolation de la façade côté cour, ou des façades latérales, donc ce qu'on appelle les murs pignons, qui sont souvent assez déperditifs. On peut se poser la question aussi de l'amélioration du chauffage collectif, et toujours dans une logique, on va dire globale, collective, les copropriétaires peuvent aussi envisager de faire des travaux en partie privative ensemble, donc notamment le changement des fenêtres, mais ça peut être aussi le changement des radiateurs, voire des chauffe-eau s'ils sont individuels. Peut-être ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là, c'est qu'en fait, la rénovation énergétique, les économies d'énergie, c'est vraiment l'affaire de tous, et chacun à son niveau n'a des marges de manœuvre, tant à l'échelle de son appartement que de sa copropriété. Par contre, souvent, c'est un sujet qui est un peu technique, qui fait peur. On ne sait pas par où commencer, on a tout de suite peur des montants que ça va coûter, et du coup on reste un peu bloqué. Donc nous, notre rôle, c'est de vous aider à franchir ces premiers pas pour vous mettre sur les bons rails en confiance. Donc on peut vous rendre service à vous, vous pouvez aussi en parler autour de vous, notamment dans la copropriété. On a un conseil syndical, on a un syndic qui n'est pas forcément au courant des services qui sont disponibles. Donc nous, aujourd'hui, on a déjà un peu plus de 15% du parc parisien qui fait l'appel à nous, donc ça fait déjà
je sais plus, on est à 4000 copropriétés à peu près qui ont déjà fait appel à nous. Il y en a maintenant, on compte en centaines les projets réalisés. Donc voilà, ça avance. Mais il en reste encore beaucoup qui ne sont pas au courant de ce qui est disponible pour eux. Donc on est là pour ça. Voilà, donc comment est-ce que nous, les conseillers de l'Agence parisienne du climat, on peut vous aider à concrétiser votre projet? Donc la première chose, comme l'a dit Frédéric, c'est de vous aider à comprendre mieux les aspects techniques de ce que c'est une rénovation énergétique efficace et de vous y aider à vous y retrouver dans le choix de vos travaux. Donc par exemple, si vous devez remplacer votre chaudière collective, vous avez peut-être la possibilité d'isoler en même temps une ou plusieurs façades. C'est là qu'on va voir dans quelle situation et pour quelles raisons c'est intéressant de faire ces différents travaux en même temps. Ensuite, une grande partie du travail qu'on fait, c'est d'aider les copropriétaires à se projeter dans la concrétisation de ces projets, donc avec énormément de ressources sur les projets réalisés qu'on met en ligne, mais aussi en organisant des visites, des rencontres, des mises en relation avec des copropriétaires qui sont déjà passés par là, qui se sont déjà posés les mêmes questions sur la rénovation. On va vous aider aussi à bien comprendre les différentes phases d'un projet et à trouver des professionnels compétents en fonction de votre stade d'avancement. Donc, par exemple, une grande partie des copropriétés que j'accompagne actuellement, je leur recommande, lors du premier contact que j'ai avec elles, de commencer par faire réaliser un diagnostic technique global. Donc, c'est une étude qui doit permettre aux copropriétés d'avoir une vision d'ensemble sur leurs possibilités, leurs besoins de travaux et ce que ça va coûter. Mais on peut aussi renseigner à des stades plus avancés du projet, notamment en phase maîtrise d'œuvre. Et enfin, un dernier point, évidemment, c'est d'aider les copropriétaires parisiens à mieux comprendre le système d'aide financière. Vous pouvez passer peut-être la slide suivante. Voilà. Donc actuellement, on est dans une période assez favorable au niveau des aides à la rénovation énergétique globale en copropriété. Donc il faut bien distinguer des travaux que vous pouvez entreprendre en partie privative dans votre logement. Donc il existe d'abord des aides au niveau local pour vous aider pour mieux définir et concevoir votre projet. 5 000 € pour la réalisation d'un diagnostic technique global, donc l'étude dont je parlais précédemment. 10 000 € si la copropriété est à un stade plus avancé pour engager une mission de maîtrise d'œuvre. Donc ces deux aides-là, vous allez pouvoir y avoir accès en passant par le conseiller de votre arrondissement qui va s'assurer donc de la pertinence par rapport à votre situation et aussi du fait que donc le professionnel que vous choisissez respecte bien les exigences de nous, Agence parisienne du climat, et aussi des financeurs qui délivrent ces aides-là. Et ensuite, il existe aussi des aides pour la réalisation des travaux. Donc, la principale aide publique au niveau national, MaPrimeRénov' copropriété, qui là va être soumise à un critère d'efficacité des travaux. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est ce qui va aussi pousser les copropriétés à envisager une rénovation globale. Et ensuite également les certificats d'économie d'énergie, c'est des aides qui sont versées par les fournisseurs d'énergie et aussi des aides mises en place par la ville de Paris dans le cadre du dispositif Éco-Rénovons Paris. Donc voilà, là je vais assez rapidement et j'entre pas dans tout le détail du fonctionnement de ces aides qui est assez complexe parce que l'idée en fait c'est d'entrer en contact avec moi pour que je puisse faire un premier point sur le projet de la copropriété et pouvoir donner des renseignements plus personnalisés. On voulait vous parler aussi, est-ce que vous pouvez revenir en arrière ? Encore ? Voilà, du dispositif Éco-Rénovons Paris, Frédéric. Je vois. Alors oui, un mot sur Éco-Rénovons Paris. On verra si on prend les questions à la fin ou bien après toi, Christophe.
Donc juste pour vous dire qu'Éco-Rénovons Paris, c'est le dispositif phare de la ville pour aider les copropriétaires à rénover. Il y a des aides assez importantes disponibles sur les phases travaux, notamment plus on fait d'économie d'énergie, plus on a d'aides. Ce dispositif existe depuis 2016. Il va être remis à jour lors du Conseil de Paris de juillet. Donc mise à jour là dans le 7-8 juillet normalement, donc ça sera soumis au vote. Mais retenez donc que la ville de Paris soutient aussi les copropriétaires sur les travaux à réaliser. Je ne rentre pas dans le détail à ce stade parce que c'est du cas par cas. Donc si on vous explique tout, ça va paraître compliqué, alors qu'en fait, au cas par cas, c'est relativement simple. On vous explique en fonction de votre situation ce à quoi vous avez droit. L'autre point aussi, les aides, ça bouge tout le temps, ce qui fait que ce que vous avez entendu il y a 3-4 ans, si vous vous intéressez au sujet, a sans doute bougé. Puis au moment où on va vous répondre, ça aura bougé entre le moment où on va vous répondre et le moment où vous aurez voté des travaux en copropriété. Pas d'inquiétude là-dessus, c'est notre job de veiller à ça, de suivre tout ça de façon très précise et de vous conseiller au bon moment dans votre projet. L'essentiel, c'est de se lancer en copropriété, donc de commencer à en parler à vos voisins, de mettre ces sujets-là lors du jour des assemblées générales pour avancer. Hop, on enchaîne. Et l'autre message, je pense qu'on voulait faire passer... Non, alors là, vous partez en arrière. On va repartir en marche avant. Voilà. Pour nous contacter, donc on peut nous contacter par mail, par téléphone ou sur Internet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes sur le téléphone. Donc si vous nous appelez, on va vous proposer un rendez-vous, mais ça prendra un petit peu de temps. Donc je vous encourage largement à nous écrire par mail. Là, on est bien plus réactif. En 2 jours, max, on vous a répondu et on avance. Et si vous êtes copropriétaire aussi, inscrivez-vous sur coachcopro.com. Et là, pareil, on vous rappelle très vite et on vous aide à avancer avec réactivité. Et on termine avec un petit message pour vous dire qu'aujourd'hui, les rénovations, il y en a partout à Paris, il y en a partout en France. Ça se fait. C'est pas le paradis. C'est-à-dire qu'il faut se mettre d'accord avec ses voisins, discuter en copropriété. Vous connaissez peut-être un petit peu ça. Mais on y arrive et on sort des très beaux projets, y compris dans les arrondissements centraux où on a des immeubles parfois un peu compliqués. Donc, à nouveau, venez vers nous et on voudra avancer. Je ne sais pas comment vous le souhaitez faire, si je passe tout de suite la parole à Christophe ou si on prend des questions. Alors, je vais lui passer la parole. Je voulais juste tout d'abord vous remercier. Vous poser une question, je suppose, vous vous rappelez tout à l'heure, c'était évoqué le dispositif qui prévoit maintenant de coter les immeubles. Accélère, je suppose, les demandes de prise de rendez-vous c'est une évidence. Alors rappelez-nous la date. Ouais. Est-ce que c'est un cadre intangible, sauf à ce que ça soit modifié, et ça doit pousser. Et puis après, ce qui sera intéressant, je donnerai la parole à Monsieur Dujardin, c'est savoir si, par exemple, l'action de l'APC, l'Agence parisienne du climat, est-ce qu'elle se cumule avec Île-de-France Rénovation? Quelles sont vos zones? Est-ce que vous avez des zones de recoupement, etc. Et puis vous direz peut-être un mot sur les copropriétés chauffées au fioul qui sont plus que 27 théoriquement dans le 6e arrondissement. Alors donc 3 questions. Pour la première, concernant donc l'interdiction des mises en location des logements qui sont passoires énergétiques. Alors, là-dessus, c'est la loi climat-résilience qui est en fait la suite vous vous souvenez peut-être de la Convention citoyenne, les 100 citoyens désignés pour travailler, plancher sur le climat. Donc ça a été décliné dans une loi. Cette loi dit que les logements classés tout d'abord en étiquette G, puis F, puis E, deviendront impossibles à louer. C'est-à-dire que si vous avez un appart mis en loc et qui est en étiquette G, vous ne pourrez plus le louer à partir du 1er janvier 2024, si je ne me trompe pas sur la date. 2025 pour les étiquettes G, 2028 pour les étiquettes F et 2034 pour les E. Voilà, c'est ça. Merci Juliette. Alors, j'ai tout de suite une question assez subtile ou perfide. Actuellement, les immeubles, sauf à venir faire un diagnostic chez vous, ne savent pas exactement où ils sont classés. Exactement, pour une bonne partie d'entre eux. On peut imaginer que certains ne veuillent pas savoir leur classement, sauf à revendre, mais ça s'applique aux appartements. Est-ce que ça s'applique aux appartements dans un immeuble classé, mal classé? Alors, quand vous mettez en location un bien ou quand vous le vendez, vous devez fournir un DPE. Ce qui fait que vous ne pouvez pas lâcher le bien ou ne serait-ce que le mettre en location sans avoir fait ce DPE. Donc, la seule solution, si vous êtes avec un étiquette G et que vous voulez le vendre, ça sera de le vendre pour quelqu'un qui ne va pas le mettre en location. Donc c'est là où ça se joue. Après, le jeu un peu perfide, en effet,
c'est que si vous voulez que votre bien ne soit plus en étiquette G, il va falloir faire des travaux d'économie d'énergie. Une partie se joue à l'échelle de l'appartement, mais on ne peut pas faire tant de choses que ça à l'échelle de l'appart. Les fenêtres, changer le radiateur si vous avez un vieux radiateur électrique, peut-être faire un peu d'isolation par intérieur, mais dans ce cas-là, vous perdez de la surface, donc vous imaginez bien l'impact sur la valeur immobilière du bien. Et donc beaucoup de choses se jouent à l'échelle de l'immeuble. Donc le message que je passe à tout propriétaire bailleur présent ici, c'est soyez actifs dans votre copropriété. Parce que pour vraiment faire du gain énergétique, ça se joue à l'échelle de l'immeuble. Et donc pour ça, il faut s'investir au conseil syndical. Un indicateur de l'ambiance du moment. L'année dernière, en 2021, et depuis toujours, l'essentiel de nos contacts était chez des propriétaires occupants, donc des gens qui habitent dans leur logement, qui l'ont acheté, et qui s'intéressent au sujet, et on n'avait quasiment aucun propriétaire bailleur. Les derniers mois, c'est 40% du public qui nous appelle est propriétaire bailleur. Donc il y a vraiment une crainte. Et alors, la bonne nouvelle de ça, c'est qu'avant ça, on avait une prise de décision copropriété qui était compliquée, parce que vous savez bien comment c'est, il faut se mettre d'accord avec les voisins. Là, d'un seul coup, vous avez des propriétaires bailleurs qui risquent certainement de voter favorablement à des propositions de travaux. Donc nous, on vous aide à avancer dans un projet comme ça. Et pour terminer, parce que j'aime bien avoir des réponses à peu près complètes, on sait qu'il y aura sans doute des systèmes de dérogation qui se mettront en place, parce que des fois, on va se retrouver dans des situations d'impasse. Je suis propriétaire bailleur, je pousse ma copro à faire des travaux, mais elle veut pas. Donc là, il y aura certainement un système pour justifier ce genre de situation, mais pour combien de temps et de quelle façon, ça, je peux pas garantir. Mini question, vous êtes G dans un immeuble, vous êtes donc mal, vous faites les travaux, vous prenez vous êtes propriétaire d'appartement, vous changez les fenêtres, vous mettez des robinets thermostatiques, vous améliorez votre chauffage individuel. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que dans ce cas-là, on regagne au moins une lettre, 2 lettres ou pas du tout? Alors, on a de nombreux exemples, c'est ce que je vous montrais sur le dernier slide tout à l'heure. Donc, avec la carte des copropriétés rénovées, on a référencé une centaine de rénovations de copropriétés à Paris, donc on a pas mal d'exemples. Oui, la plupart du temps, on fait des sauts de lettres. Un saut de 2 lettres d'étiquette énergie, c'est quelque chose... J'ai pris ma question. Ah, pardon. La copro est mal notée. Ouais. Mais un propriétaire d'un lot individuel fait des travaux tels qu'on les a cités tout à l'heure, rénovation de fenêtres, thermostatique, mais uniquement dans son appartement. Ouais. Est-ce qu'il récupère 1 ou 2 lettres? Alors, réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il faudrait voir dans le détail. Mais souvent, à l'échelle d'un appart, le saut d'1 lettre peut être jouable, mais au-delà, ça va être très compliqué. Ouais. Et j'ai perdu vos autres questions d'avant, mais je suis désolé. Ah oui, comment on se passe au témoin? Eh bien, on se passe au témoin. L'APC, on est le service public, donc on est là pour répondre aux tout venants, toutes questions, de façon gratuite et indépendante. Par contre, c'est pas nous qui allons sur le chantier. C'est même pas nous qui faisons la conception de projet. À un moment donné, vous allez devoir faire appel à des professionnels. Et donc rentrer dans une prestation, tout d'abord de diagnostic technique global, 5 000 € d'aide. Ensuite, une mission de conception de projet. J'ai un scénario de travaux, il faut qu'on chiffre, il faut qu'on trouve les entreprises. Là, c'est à Canarchi, un bureau d'études. Et c'est à ce moment-là où, en fait, on va vous orienter vers des professionnels. Et parmi ces professionnels, on a Christophe, qui va vous expliquer les prestations qu'il peut proposer, qui sont très représentatives de ce qui se fait dans le secteur. Une bonne transition, Monsieur Dujardin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Merci, Mesdames, Messieurs les élus, membres du SICA, de me permettre de présenter Île-de-France Énergie. Donc, je fais la transition avec ce que vient de vous présenter Frédéric. Donc, je suis Christophe Dujardin, le président du directoire d'Île-de-France Énergie, que je vais vous présenter. Île-de-France Énergie a été créée en 2013 pour faire de la rénovation énergétique en copropriété sur toute l'Île-de-France. Nous sommes vraiment les spécialistes de la rénovation et en copropriété, nous ne faisons que ça. Alors, je vais passer rapidement sur le contexte, on en a beaucoup parlé. En Île-de-France, le terrain de jeu est considérable puisqu'on a 1 million de copropriétés qui sont presque des passoires thermiques, les étiquettes énergétiques les plus dégradées, E, F et G, raison pour laquelle la région, et je vais parler de l'actionnariat tout de suite, a souhaité créer Île-de-France Énergie donc en 2013. La copropriété, c'est pas simple, parce qu'on réunit sur le même lieu de vie des gens qui ne se sont pas choisis et qui, à un moment donné, doivent faire des investissements importants. Vous êtes copropriétaire, des personnes qui ont des âges, des envies, des situations financières complètement différentes. À un moment donné, il faut quand même que tout ce petit monde, si vous me permettez l'expression, se coordonne, se mette d'accord sur des investissements qui sont
relativement important, qu'on ne fait pas heureusement tous les jours, mais qu'on doit faire tous les 15 ou 20 ans. Et donc, il faut mettre d'accord les copropriétaires qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts au même moment. Frédéric en a parlé, les financements, ça change un peu tous les matins, j'exagère, mais c'est presque ça. Et puis, il y a également un manque de confiance envers les intervenants. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles la mairie de Paris a souhaité créer et a créé l'Agence parisienne du climat, qui est un tiers de confiance et qui met en lien des intervenants de confiance, dont Île-de-France Énergie. Alors, on n'est pas les seuls à faire de la rénovation énergétique en copropriété, heureusement, parce que vu les enjeux, on ne serait pas suffisant. Mais on fait partie des gens identifiés notamment par l'APC pour faire de la rénovation énergétique en copropriété. Donc, qui nous sommes? Il ne vous aura pas échappé qu'on s'appelle Île-de-France. Il ne vous aura pas échappé non plus que la typographie ressemble étrangement à Île-de-France Mobilité, par exemple. Donc, l'actionnaire majoritaire d'Île-de-France Énergie, est la région. Voilà. Qui est actionnaire à 61%, alors c'est pas très grand, mais peu importe. 61% de l'actionnariat dépend de la région Île-de-France. Vous avez également la ville de Paris, et nous sommes à Paris, ça tombe bien, un peu plus de 10% du capital. Certain nombre de villes, d'agglomérations partout en Île-de-France, je vous en épargne la liste d'abord parce que je ne peux pas la lire, et puis parce que ce serait un peu laborieux. On a quand même les 3 fédérations françaises du bâtiment qui voient un intérêt à ce qu'on structure les projets de rénovation énergétique, puisque évidemment quand on fait des études, et je vais y revenir, de rénovation énergétique derrière, ça conduit à des travaux. Donc les fédérations françaises du bâtiment voient un intérêt à ce qu'on structure ce marché. Donc ils sont actionnaires modestes, 60 000 €, mais ils sont actionnaires quand même. Et 2 établissements financiers que vous connaissez parfaitement, qui sont la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne de France. Donc toutes ces institutions ont créé Île-de-France Énergie en 2013, un capital de 10 millions d'euros. Et donc on est une société un peu particulière, on est ce qu'on appelle une société d'économie mixte, donc à fort capital public, mais on investit le champ privé comme un bureau d'études classique, mais vous allez voir dans quelques instants ce que ce côté très public permet d'apporter aux copropriétaires. Donc nous sommes un bureau d'études composé de 20 collaborateurs avec une direction générale qui est collégiale. Donc ça, c'est plus rare qu'une direction générale avec un conseil d'administration. Nous sommes en directoire avec un conseil de surveillance. Nous sommes 2 directoires et je suis le président, composé donc d'une équipe technique. Si on travaille avec vous, copropriétaires, vous aurez un interlocuteur unique, un chef de projet, et qui coordonne une équipe pluridisciplinaire, parce que la rénovation énergétique, il y a une certaine complexité technique. Donc vous aurez un architecte, puisque évidemment quand on fait de la rénovation énergétique, il y a une dimension architecturale extrêmement importante, et en plus on est à Paris et on est dans le 6e arrondissement. Et donc on a les architectes des bâtiments de France un peu partout qui ont un certain nombre d'exigences auxquelles il faut répondre. Donc il y a une dimension architecturale, une dimension thermique et fluide. L'ingénieur thermique, il calcule les économies d'énergie après travaux, puisque l'APC en a un peu parlé. Aujourd'hui, pour avoir des aides à la rénovation énergétique, il faut une certaine performance qui est 35% d'économie d'énergie après travaux. Et donc, pour être certain d'être à 35% d'économie d'énergie, voilà, il y a des logiciels, c'est un peu technique, qui sont utilisés par les ingénieurs thermiciens et qui s'assurent, en fonction des programmes de travaux qu'on propose, que nous sommes au moins à 35%, si c'est possible, hein, parce que les aides sont quand même extrêmement intéressantes quand on est à ce stade, 35% d'économie d'énergie. Puis, ils travaillent également sur tout ce qui est fluide. Ce qui est fluide, c'est les questions de chauffage et les questions de ventilation, puisque quand on isole un logement, et la représentante de l'APC en a parlé tout à l'heure, notamment sur cours, quand on est à Paris, il faut bien ventiler les logements, sinon on a des désordres techniques dans les logements. Donc les aspects ventilation sont fondamentaux. Et puis également, 4e personne de cette équipe projet, un ingénieur financier, ça c'est fondamental, parce que l'ingénieur financier va, pour le compte de la copropriété, et des copropriétaires, rechercher toutes les aides collectives, les aides individuelles, les aides de la ville de Paris. Vous avez la chance, hein, à Paris, vous avez des aides qui sont uniques en Île-de-France. Il n'y a pas l'équivalent. Hein, c'est notamment le programme dont vous parlez, Frédéric, Éco-Rénovons Paris, c'est vraiment une chance à saisir, parce que c'est vraiment des aides qui sont, je trouve, très, très élevées. Et c'est bien, hein, pour la rénovation énergétique. On a ça nulle part ailleurs, donc Paris est bien servi pour le coup. Donc voilà. 4 personnes pour votre projet de rénovation énergétique qui vous suit sur une période assez longue, et on va y revenir, après des chefs de service, responsables financiers, classiques dans une entreprise.
On intervient sur l'ensemble du champ de la rénovation énergétique, de l'audit énergétique et architectural qu'on appelle aussi diagnostic technique global, qui est la première étape qui dure à peu près 8 mois et qui a pour objet de faire prendre conscience à la copropriété, aux copropriétaires des besoins de travaux à la fois sur le plan technique, thermique. Donc ça c'est la première étape qu'un certain nombre de copropriétés ont fait. Une grande majorité des copropriétés sont déjà passées par cette étape au cours des dernières années. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle la conception d'un programme de travaux. Donc, ce sont des études. Là, on est vraiment au cœur du dispositif qui dure entre 1 an et 1 an et demi en fonction de la capacité de la copropriété à choisir un scénario de travaux. Donc, au cours de cette phase extrêmement importante, on propose 2 ou 3 scénarios de travaux, du moins ambitieux au plus ambitieux. Et pour chacun de ces scénarios de travaux, on calcule les aides potentielles pour que la copropriété, dans un premier temps, puisse choisir le scénario qui lui paraît le plus intéressant, parce que c'est un scénario de travaux qui permet de pallier les pathologies de la copropriété, mais aussi parce que ce scénario permet d'atteindre au moins 35% d'économie d'énergie et permet d'obtenir des aides. Donc on a un scénario de base, un scénario à 35, et si on peut aller au-delà, on simule un scénario encore plus ambitieux. Une fois que la copropriété a choisi ce scénario, on affine le scénario choisi jusqu'à la consultation des entreprises. Donc on fait un cahier des charges extrêmement précis, puisque si on ne fait pas un cahier des charges extrêmement précis, chaque entreprise consultée va chiffrer un peu les travaux tels qu'il les imagine, tels qu'il les comprend. Donc il faut et à ce moment-là, on ne peut pas comparer des choux et des carottes, si vous me permettez cette expression populaire. Donc, cahier des charges extrêmement précis, de suite consultation des entreprises. On consulte des entreprises avec lesquelles on a des habitudes de travail, mais si la copropriété ou le syndic souhaite qu'on consulte d'autres entreprises à partir du moment où elles ont des références, on n'hésite pas à les consulter. La copropriété choisit les entreprises qui souhaitent les accompagner sur le conseil, évidemment, c'est notre métier. On fait à ce moment-là, à partir des devis des entreprises, des plans de financement individualisés. L'objectif, c'est que chaque copropriétaire ait un plan de financement qui lui est propre pour qu'au moment du vote des travaux, chaque copropriétaire sache à quoi il s'engage, compte tenu de sa quote-part, qui dépend de la taille de son logement, pour faire simple, des aides collectives qui sont rapportées à la taille de son logement, des aides individuelles, des économies d'énergie calculées. Le reste à charge, on le simule sur un prêt sur 15 voire 20 ans, puisque aujourd'hui on peut prêter jusqu'à 20 ans. Et le copropriétaire a un reste à charge, donc le remboursement du reste à charge sur 20 ans ou 15 ans. Et comme ça, il sait à quoi il s'engage. Et au moment du vote des travaux, il se dit, voilà, si je vote ce soir le programme de travaux présenté à l'Assemblée générale des copropriétaires, ça va me coûter 80 € par mois sur 15 ans. Donc il sait à quoi il s'engage. Et ça, c'est fondamental, parce que si vous dites à un copropriétaire, voilà, les travaux, ça va vous coûter 20 000 € et débrouillez-vous pour le financement, évidemment, il va pas voter les travaux parce qu'il va avoir peur de son financement. Donc on l'accompagne vraiment jusqu'au plan de financement individualisé pour qu'il puisse se décider en connaissance de cause. Et puis après, une fois que les travaux sont votés, on suit les travaux jusqu'à leur réception. Ça dure entre 12 et 18 mois en fonction de la taille de la copropriété. Donc voilà, donc on intervient vraiment sur l'ensemble du champ de la copropriété. Donc là, je vais passer rapidement parce que j'en ai beaucoup parlé déjà. Simulation collective, simulation individuelle, on va chercher les prêts, on travaille avec la ville de Paris quand on est à Paris pour débloquer toutes les aides individuelles et collectives. Très vite également, puisqu'on en a parlé, deux aides aujourd'hui, comme le disait Frédéric, bon, les aides, ça va, ça vient. Ça, c'est les aides dans le cadre du plan de relance lié à la crise sanitaire, qui prennent fin en principe au 31 décembre 2022, mais on imagine qu'elles vont être reconduites puisque la rénovation énergétique, on n'en a jamais autant parlé, c'est pas la situation en Ukraine qui améliore les choses, donc la rénovation énergétique n'a jamais eu autant d'importance, bien sûr. Donc on espère qu'elles seront renouvelées, mais si c'est pas sous cette forme, ce sera sous une autre forme très probablement. Ce qui est important, et Frédéric le disait, c'est qu'à partir du moment où vous avez des besoins de travaux, engagez les études. Les études sont très très longues, les aides changent assez régulièrement, donc ce qui est important, c'est que vous ayez un dossier d'études sérieux qui est constitué pour qu'au moment venu, en fonction des aides, on vous oriente pour que vous ayez le projet qui est le plus adapté aux aides en vigueur. Ce qui est important, c'est qu'au moment du vote des travaux, les aides soient sanctuarisées pour que vous sachiez à quoi vous engagez. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce dispositif, c'est le cas. Bon, donc il y a ma prime rénov, en moyenne c'est 3 750 € par logement. Vous l'avez compris, il faut au moins 35% d'économie d'énergie. Et c'est la diapo d'après, il y a les certificats d'économie d'énergie dont Madame parlait tout à l'heure, qui complètent ce dispositif.
Monsieur, s'il vous plaît, juste la diapo d'après, merci. Et ces certificats d'économie d'énergie, plus vous faites d'économies après 35%, plus les C2E sont élevés. On les estime entre 8 et 9% du montant des travaux. Donc voilà, 3 750 € en moyenne, plus 8 à 9% des travaux. Une fois qu'on a mobilisé ces aides, ça serait fabuleux, mais ce n'est pas le cas. Il y a un reste à charge à financer. Et comme je le disais en préambule, Île-de-France Énergie est une société très publique. Et le fait qu'on soit très public, on est ce qu'on appelle une société de tiers-financement. Il y a 6 sociétés de tiers-financement en France, une seule en Île-de-France, qui s'appelle Île-de-France Énergie, donc, que je représente. Et donc, on peut prêter, comme le ferait une banque, aux copropriétés dont on accompagne le programme de travaux. On bénéficie d'une exemption au monopole bancaire. Donc, si vous travaillez avec un autre bureau d'études et que dans 2 ans, vous venez me voir en disant « Ah, vous êtes intervenu avec monsieur le maire du 6e arrondissement un soir de juin, est-ce que vous pouvez me prêter ?» Donc, je ne peux pas le faire. La loi me l'interdit. En revanche, si on travaille ensemble tout au long des études, je peux vous prêter avec des fonds européens de la BEI, de la Banque européenne d'investissement. Vous n'êtes pas obligé de passer par une banque. Alors, ça fonctionne, hein. Il y a des acteurs de la rénovation énergétique qui travaillent avec 2 banques qui s'appellent la Caisse d'épargne de France et Debo Finance, donc ça fonctionne. L'intérêt de travailler avec Île-de-France Énergie, c'est que dans la mesure où on a la maîtrise technique et financière du projet, les prêts sont débloqués plus rapidement parce qu'on en a la maîtrise depuis l'origine. Très vite, hein, donc c'est un prêt collectif à adhésion individuelle, c'est un outil qui est assez fabuleux parce qu'en dessous de 21 000 € empruntés, il n'y a pas de condition d'âge, pas de condition de ressources, pas de condition d'emploi, on peut prêter à tous les copropriétaires. C'est facultatif, hein, donc vous pouvez emprunter ou ne pas emprunter, et si vous empruntez, vous pouvez emprunter, vous avez le choix du montant, dans la limite de la quote-part et à partir de 1 500 €. Et c'est extrêmement libre, et surtout les conditions en dessous de 21 000 €, et c'est souvent le cas, parce qu'en moyenne, on est sur des montants de travaux entre 20 et 25 000 €. Compte tenu des aides, vous empruntez des montants inférieurs. Donc il n'y a que 2 conditions, elles sont importantes, mais elles sont assez simples à remplir. Il ne faut pas être interdit bancaire, et il faut être à jour de ses charges sur les 12 derniers mois. Donc c'est un outil qui est assez fabuleux pour ça, parce que ça permet d'embarquer la très grande majorité des copropriétaires. Il y a une caution obligatoire dont on s'occupe pour qu'il n'y ait pas de solidarité entre les emprunteurs, ce qui fait que si votre voisin ne rembourse pas son prêt, ce n'est pas vous qui allez venir en garantie. On prête à taux zéro, alors c'est un peu plus compte tenu de la caution, sur 20 ans, c'est 0,30%. Autant dire qu'avec les prêts, avec les taux qui sont en forte augmentation actuellement, c'est cadeau, hein, emprunter à 0,30% sur 20 ans. Et quand vous empruntez sur une période assez longue, ça vous permet d'avoir des échéances qui sont plus faibles et donc le reste à charge est plus facile à supporter. Donc on prête à taux zéro pour l'essentiel du projet de rénovation énergétique. Tout ce qui permet des économies d'énergie est finançable à taux zéro. Puis pour les travaux complémentaires, on fait un prêt de marché. Et puis, autre avantage, c'est qu'on avance les aides, parce que les aides, c'est pas très bien fait, mais c'est comme ça. Les aides sont versées après les travaux. Or, vous en avez besoin pour financer les entreprises. Donc, nous, on vous fait un prêt à court terme, pas à 20 ans, évidemment, sur une période plus courte, entre 3 et 5 ans, pour vous faire l'avance des aides. Et quand la copropriété touche les aides, vous nous remboursez. Voilà, je pense que j'en ai presque fini. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, je vais passer là, sauf à ce que vous vouliez que je... C'est la comparaison, mais je ne sais pas, monsieur le maire, entre un scénario non ambitieux et un scénario plus ambitieux qui montre que quand on fait de la rénovation énergétique, compte tenu des aides, le reste à charge est quasiment le même. On va passer, sauf à ce que vous ayez des questions là-dessus. Les bénéfices de la rénovation, l'APC l'a présenté. Donc des bénéfices multiples. Et puis nos opérations, voilà. Donc on a accompagné depuis 2013 une centaine de copropriétés. Voilà. 104 copropriétés, on est au-delà de ça, parce que là, ça marche beaucoup. Donc, on est à 110, un peu plus de 16 000 logements, un peu plus de 3 000 ont voté les travaux. On a un décrochage important entre les études et les votes de travaux. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris, les études sont assez longues, et puis en plus, pendant 1 an et demi, 2 ans, compte tenu de la crise sanitaire, on n'a pas pu réunir en présentiel les copropriétaires et voter des travaux de quelques millions d'euros quand les gens ne sont pas dans la salle. C'est un peu compliqué. Des belles économies d'énergie, près de 50%. Et près d'un quart des ménages accompagnés sont dits modestes ou revenus modestes. Et je pense, monsieur le maire, que j'en ai terminé. Merci infiniment, monsieur Dujardin. On va prendre des questions. Je voulais signaler effectivement l'importance de votre action. Alors après, comme vous l'avez indiqué, sans copropriété, c'est bien, mais c'est vrai que c'est relativement faible par rapport au volume d'immeubles qui existent. Et ça montre en plus, si vous voulez, l'enjeu, puisque là, effectivement, la Covid a ralenti les travaux, mais là, nous nous retrouvons maintenant à la veille
situation très difficile où on demande aux Français de limiter la consommation de leur énergie à la veille d'un hiver peut-être où là certains de nos compatriotes vont se trouver dans de très très grandes difficultés. Donc c'est vrai que c'est un grand enjeu. Alors je crois pouvoir dire qu'on a pris rendez-vous d'ailleurs à mairie du 6e sur le principe d'une réunion qui aurait lieu sans doute à l'automne, où là on s'adressera aux syndics de copropriété, puisque les syndics de copropriété jouent un rôle très important. Vous savez qu'ils sont assez rassemblés. On a des syndics qui sont bien connus, qui rassemblent à eux seuls souvent plusieurs centaines de copros, et ça me semble très important de les motiver. Alors ça ne sera pas pour l'année 2022, puisque si on voit les syndics à l'automne, mais ça leur permet effectivement, peut-être sur les assemblées générales qui se déroulent massivement entre avril et juillet 2023, de pouvoir éventuellement enclencher des processus. Donc, y a-t-il des demandes d'intervention? Alors, j'ai Ariel Bocan et j'ai Madame là-bas. Alors, Ariel Bocan. Oui, puis, moi Madame, j'ai on vous donne la parole tout à l'heure. Pardon, bonjour. Moi, j'ai deux questions. La première, qu'est-ce que vous préconisez pour un immeuble ancien? Parce qu'à part refaire la toiture, on ne peut pas... Et forcément, c'est prendre sur l'intérieur, parce que je pense qu'on ne peut pas bouger les immeubles en pierre de taille. Et deuxièmement, toutes les aides que vous avez données, enfin que vous avez proposées, elles reviennent au syndic ou c'est chaque copropriétaire qui les touche? Ça passe comment? Est-ce que le copropriétaire les avance? Comment ça se passe, s'il vous plaît? Merci. Je vais répondre à la deuxième et je vais laisser Frédéric sur la première. Sur les aides, vous avez... les aides sont collectives. Ma prime rénov, les 3 750 € dont j'ai parlé, alors c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'en fonction de la typologie de la copropriété, des petits logements auront moins de 3 750 €, les plus grands logements auront plus de 3 750 €, mais en moyenne sur la copropriété, ce sera au maximum 3 750 €. C'est 25% du montant des travaux plafonnés à 3 750 €. Donc cette somme, ces subventions sont versées au syndicat de copropriété et réparties en fonction des tantièmes. Les certificats d'économie d'énergie, c'est la même chose. Après, vous avez, je ne l'ai pas détaillé pour ne pas prendre trop de temps, après vous avez des aides individuelles qui, par définition, dépendent des revenus des copropriétaires. Pour les ménages dits modestes, s'ajoutent 750 €, et là, c'est versé aux ménages. Et pour les ménages très modestes, 1 500 €. Et pour répondre pour la partie comment je fais dans un immeuble ancien, alors il y a la théorie puis il y a la pratique. Donc pour la pratique, je vous encourage à prendre contact si vous avez un sujet dans votre immeuble. On pourra regarder dans le détail, mais peut-être en premier niveau. Donc de quoi on parle en matière de travaux de rénovation? Donc toiture en effet. Donc si vous avez une toiture avec un problème d'étanchéité par exemple, on va pouvoir aller isoler avec plusieurs différentes techniques. Souvent on résume les immeubles anciens aux toitures zinc. Nous on n'a pas de problème avec le zinc. Ce qui compte c'est qu'il y ait l'isolation en dessous le zinc pour éviter tout ce qu'on peut connaître l'été en période de canicule par exemple. Sur les murs, en effet, on pense tout de suite aux façades rue. C'est certainement là où c'est le plus compliqué, notamment si vous êtes avec des immeubles type haussmannien, avec de la pierre de taille. Là, souvent, on va vous dire, là, on ne peut pas faire grand-chose. Ça renvoie par contre à des possibilités d'isolation par l'intérieur, mais là aussi, c'est compliqué. On a toujours les fenêtres, tout de même, qui peuvent être changées. Les ouvrants différents, et notamment les ouvrants en partie commune, aussi bien fenêtres que les portes d'entrée. Et après ça, on va les regarder sur les côtés. Alors, sur les côtés, les pignons aveugles, là, souvent, il y a de la marge de manœuvre, parce qu'un pignon, c'est, surtout s'il est orienté ouest, par exemple, ça va être un radiateur, mais pendant l'été, et ça va être un frigo pendant l'hiver. Donc là, il y a souvent des choses à faire. Si possible, avec des techniques isolantes, mais on peut aussi avoir de l'enduit isolant, par exemple. Puis on va sur les façades rue, où là aussi, selon les immeubles, des fois, on a plus de marge de manœuvre. On a aujourd'hui des exemples d'immeubles haussmanniens qui ont été isolés par extérieur sur les façades rue, parce que les façades rue sont souvent... façades cour, excusez-moi. Oui, je vais vous perdre là. Les façades cour sont souvent beaucoup plus simples de façon architecturale. Après, on va regarder les caves, où là aussi souvent on peut isoler. Après, on va regarder tout ce qui est autour de la chaufferie, si elle est collective, avec des performances sur les chaufferies. On gagne beaucoup de performances là-dessus. Si vous aviez une vieille chaufferie, notamment un chaudière au fioul, il y en a encore 30 dans le 6e. Et puis... La ventilation. Enfin, donc bref, on fait quand même pas mal de choses, même dans l'ancien. Par contre, c'est sûr, c'est toujours un peu plus compliqué, et après, vraiment du cas par cas.
Mais pour compléter, compte tenu de l'exigence pour avoir des aides des 35% d'économie d'énergie, il faut faire ce qu'on appelle un bouquet de travaux. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont compris que de favoriser ce qu'on appelle la rénovation par geste, c'est-à-dire par petits bouts, par pause de travaux, ça fonctionnait pas. D'abord parce qu'on avait des désordres dans les logements, parce qu'on isolait sans faire la ventilation, par exemple, ou on changeait la chaudière avant d'isoler, donc on mettait une grosse chaudière alors que ça pouvait attendre, et après on isole. Donc pour inciter les copropriétaires à faire ce qu'on appelle de la rénovation globale, on exige maintenant pour avoir les aides 35% d'économie d'énergie, et vous ne pouvez pas atteindre 35% d'économie d'énergie si vous faites par petits bouts. Il faut faire des travaux globaux. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de cette réunion. D'abord, nous avons entendu hier soir aux informations dans les 2 JT et depuis plusieurs semaines qu'il faut faire des économies effectivement d'énergie. Dans l'énergie, moi je mets l'électricité, le gaz et l'eau. En ce qui me concerne, j'incite les copropriétaires depuis 7 ans que nous habitons dans cet immeuble à arriver à des résultats. C'est extrêmement dur. Donc, j'ai réussi à avoir un compteur d'eau individuel. Il nous reste le WC de palier, qui n'a pas de compteur d'eau parce qu'il y en a qui veulent pas en avoir. Depuis qu'on a les compteurs, nous avons diminué notre consommation. Pour vous donner un exemple, 2 copropriétaires avaient chacun 180 mètres cubes. Maintenant, ils sont à 69 et sans fond. Et moi, j'en suis à 14 mètres cubes parce que j'ai des éco-gestes. Bon, sans faire partie du parti écologique. Voilà. Alors, deuxièmement, quand vous présentez que vous allez fournir une équipe avec un architecte et un syndic, avec un architecte et des ingénieurs, c'est merveilleux. On va enfin sortir du système où le syndic est en même temps, monsieur le maire, il est en même temps, ce syndic architecte. Donc, il a 10% sur chaque travaux et 2,5% en tant que syndic à rajouter sur tout ce que vous allez présenter. Et nous en sommes à nous battre pour obtenir, par exemple, notre AG est demain matin. Nous avons refait le plafond des caves. À mon initiative, ça nous a pris 7 ans. Nous n'avons toujours pas ni les contrats signés, ni le plan de l'architecte précisé. Enfin, vous voyez par quoi on passe. Donc, si vous pouviez imposer que ce soit votre équipe qui prenne en charge les choses, ça serait merveilleux. Ça, c'est un. Alors, on fait assez court, parce qu'on a bien compris que c'était un peu un village gaulois, votre copropriété. Et là, vous l'avez tellement décrit bien, d'ailleurs, et félicitations pour vos économies d'énergie, que je suis pas sûr que Monsieur Dujardin ou que Paris, l'Agence parisienne du climat, a forcément envie d'intervenir rapidement. Je peux imposer à personne heureusement d'ailleurs. Il faut que ce soit voté par l'Assemblée générale de copropriété. Oh là là. En revanche, il faut aller voir l'Agence parisienne du climat. D'abord parce qu'il n'y a pas qu'Île-de-France Énergie, et puis je ne l'ai pas dit, mais Île-de-France Énergie intervient sur les copropriétés à partir de 50 logements. Donc, on a dit que sur le 6e arrondissement, c'était beaucoup de petites copropriétés. Ah, ben alors pour 12 logements, c'est foutu. Mais M. Delomo et sa collaboratrice sont là justement pour vous aider à trouver le prestataire, le bureau d'études adapté à votre situation. Ce qui est extrêmement important, c'est que vous ayez un cahier des charges pour consulter. Parce que si vous n'avez pas, même pour la maîtrise d'œuvre, on parle de cahier des charges pour choisir les entreprises de travaux, mais même pour les études, il faut que vous preniez un cahier des charges. Pourquoi ? Parce que, à défaut de cahier des charges, vous allez avoir des gens qui vont vous proposer des prestations à vil prix, quelques milliers d'euros, et ça ne marchera pas. En plus, pour avoir les subventions aux études, les 5 000 euros, les 10 000 euros, il faut respecter un cahier des charges. Donc, l'Agence parisienne du climat est là pour ça, et c'est un super outil.
pour aider les copropriétés à se faire recommander des bureaux d'études, à avoir des cahiers des charges pour que vous consultiez sur la même base plusieurs bureaux d'études. Donc la première chose à faire, madame, c'est d'aller voir mes voisins de gauche, voisins et voisines, qui vont vous accompagner dans le choix sur mesure des personnes dont vous avez besoin pour travailler sur la rénovation énergétique de votre copro, avec votre syndic. Et le pourcentage que prend votre syndic, alors les 10%, ça me paraît un peu élevé, mais c'est normal. Tous les syndics prennent un pourcentage sur les travaux. L'architecte. Ah non, mais s'il fait l'architecte, là, il y a un mélange des genres, ça, Voilà. c'est plus que limite. Alors, tous les travaux que nous faisons, il n'y a pas de cahier des charges commun, donc ça a été une découverte. Bon. Et je voudrais aussi signaler à cette agence, excusez-moi, nous avons déjà fait des travaux de rénovation. On a des chaudières individuelles, un chauffage à condensation, des chaudières à condensation, donc à gaz. Donc celles-là, on devra les supprimer en 2030 ou non? Donc je vous réponds non, il n'y a aucune obligation de supprimer le gaz, donc pas d'inquiétude là-dessus. Peut-être pour revenir sur votre témoignage qui en effet est très représentatif de ce que je peux voir au quotidien avec les copropriétés, juste deux idées. En effet, éco-geste important, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé de passer tout de suite par des travaux pour faire des économies d'énergie. Donc en termes d'éco-geste dans une copropriété, il y a plein de choses à faire sur la régulation du chauffage, sur à quel moment on lance le chauffage pendant l'hiver, à quelle température de consigne. Donc là-dessus, on peut aussi vous aider à avancer. Et l'autre idée, ce que vous décrivez après, c'est juste bravo parce que vous incarnez le sujet dans votre copropriété, mais vous êtes peut-être seul. Et du coup, nous, on peut aussi être là pour vous aider à créer un collectif. C'est-à-dire que les décisions et les projets, on les mène en copropriété que si un collectif se met en place. Donc, par exemple, la piste que je vous encouragerais à activer, c'est faites-nous signe et qu'on se voit avec le conseil syndical ou avec les voisins qui sont les plus concernés. C'est dans un an. On ne le voit qu'une fois par an. Alors avec le syndic entendu, par ailleurs on a des services au syndic, donc bon, votre syndic n'a pas l'air, ça n'a pas l'air de très facile. Mais juste pour démarrer, se voir de façon informelle avec vos voisins les plus concernés, sans format AG, ça on sait faire. Et ça on peut vous aider à avancer, à vous aider à faire le tri. Visiblement dans votre cas avec le syndic, ça n'a pas l'air d'être simple, donc il y aura peut-être un sujet autour de quelle décision sur le syndic, est-ce que vous souhaitez rester accompagné par celui-ci ? Et on met les choses dans l'ordre. Une fois que vous avez un syndic avec qui ça se passe bien, là, on pourra certainement avancer dans un projet. Je voudrais... Chère madame, juste on en parle après. Oui, voilà. Ce que je vous propose, c'est que vous continuiez votre entretien avec monsieur, parce que là, on est sur un cas précis, mais c'est normal, vous êtes passionné par votre copropriété. Donc, je propose, mesdames, messieurs, peut-être qu'on arrête les travaux. Je crois qu'on a été bien informé, bien conscient de l'importance de ces travaux qui nécessitent effectivement pour être mis en œuvre dans des copropriétés qu'il y ait des accords, qu'il y ait des décisions de l'Assemblée générale. Alors après, comme ça a été dit, peut-être que le cadre législatif et réglementaire évoluera. On l'a vu d'ailleurs évoluer récemment dans le cadre des copropriétés. Il y a maintenant des décisions qui peuvent être prises à la majorité simple, alors qu'auparavant c'était à la majorité qualifiée. Mais on est bien conscience de tout ça. Donc je vous remercie très sincèrement de votre venue devant le SICA. On a bien pris note de tout. On a vos PowerPoint, on a vos éléments. Je vous remercie et à tous et à toutes, je souhaite une bonne soirée.